Futur Média. Au micro, Mohamed Ali Mouba, la technique Abdou Kiam. Un job du tout, c'était... Vous n'y êtes plus, c'est ça. Voilà, donc c'est une nomination, c'est terminé. Et donc je continue dans cette profession qui reste, parce que comme le ministre l'a dit, il est professeur, il le restera définitivement. Moi aussi, je reste toujours journaliste. Alors, une scène qui se joue à huis clos, on l'a dit, mais dont les échos sont devenus apparemment publics. Guy Marius Sagna a-t-il franchi, monsieur le ministre, la ligne jaune en vilipendant les pratiques qu'il juge clientélistes à l'Assemblée? Son propre camp, en tout cas, l'accuse de fanfaronnade, voire de trahison. Monsieur le ministre Sambassi, Guy Marius en franc-tireur dans son propre camp. Cela vous inspire quoi? Je voudrais, Mohamed, d'abord saluer mon compatriote Sassal, saluer également toutes vos auditrices et vos auditeurs. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale peut être perçu comme étant quelque chose qui se joue dans un microcosme. En prendre acte et le comprendre, c'est peut-être ramener ce qui est à l'état de microcosme au macrocosme. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe à l'échelle pays? En fait, la dispute de l'Assemblée nationale consiste en une sorte de reconnaissance que bon, c'est pas ça que nous avions promis aux Sénégalais. Ce discours-là n'est pas pertinent. Guy Marius Sagna, en termes clairs, pour être précis, dénonce des pratiques clientélaires à l'Assemblée nationale. On a donné de l'argent par-ci, par-là, peut-être aussi l'acquisition de véhicules. Je dis que ce discours-là, pour l'entendre, il faut le rapporter au pays global. En réalité, le problème que les Sénégalais ont avec les actuels dirigeants, c'est le constat d'un divorce alors sévère entre les engagements tenus et la réalité pratiquée. Ce qui se passe à l'échelle de l'Assemblée nationale, c'est ce qui se passe grandeur mesure sur tout le Sénégal. Les engagements d'hier sont foulés aux pieds, oubliés pour la plupart, et ce qu'on voit, c'est tout le contraire de ce qui avait été promis. Je vous renvoie aux fonds spéciaux, je vous renvoie au choix des hommes et des femmes qu'il faut mettre ça et là en responsabilité, je vous renvoie aux libertés, je vous renvoie à un monde de choses dont les Sénégalais ont été abreuvés en termes de promesses. Et évidemment, nous constatons tous le divorce qu'il y a entre ce qui fut promis, ce qui a été promis, et ce qui est fait concrètement. Alors, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et je présume que les acteurs de l'Assemblée sont informés de ce qu'ils disent, n'est qu'une sorte de reproduction en miniature de ce qui se fait à l'échelle macro. Mais en tant qu'homme de gauche aussi, par principe, vous ne soutenez pas Guy Marius Sagna, vous ne comprenez pas sa posture, ou vous la jugez contre-productive, parce que même il dénonce des pratiques peu orthodoxes, non? Ce que, pour ma part, je dénonce, c'est le sort fait aux Sénégalais. Ce que je dénonce, c'est les vies brisées, les licenciements. Ce que je dénonce, c'est le mal-vivre instauré. Ce que je dénonce, Mohamed Alimou, c'est l'état de notre agriculture. Je ne parle même pas de ce qui a été fait l'année dernière. Je parle de ce qui s'ouvre à l'horizon. Je ne sais pas si avec moi vous avez vu les semences qui sont en train d'être distribuées. Si vous n'avez pas vu, interrogez-vous sur ce qui est en train d'être fait. Je parle finalement de notre avenir qui est chahuté de par les agissements des actuels gouvernants. Donc, au fond, ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est qu'une sorte d'épiphénomène par rapport à cette réalité globale qui est, sous beaucoup de rapports, affligeante. Alors, Issa Sall, je me tourne de votre côté. Une question pour vous. Est-ce c'est ce qu'on a entendu, Guy Marius Sagna, est-ce une posture, je dirais, courageuse ou calculée pour exister politiquement? Chacun peut apprécier ce qui se passe là-bas. Comme le ministre l'a dit, est-ce que c'est un phénomène dans un microcosme, quelque chose qui se passe, ou c'est quelque chose qui concerne tous les Sénégalais? Pour le moment, c'est une affaire, pour considérer que c'est une affaire intra-Pastef. Quels sont les enjeux qui expliquent ce chapardage, cet étripage politique, de public même? Chacun peut l'analyser comme une guerre de position pour le futur, pour le pouvoir. Ça, le journaliste peut le dire. Mais le citoyen sénégalais peut considérer que vraiment, c'est un détournement, c'est une diversion. Ah oui. Et je crois que nous avons d'autres... C'est une diversion? C'est une diversion parce que, vous savez, il y a des choses beaucoup plus importantes que ce que l'on est en train de dire. On a acheté des véhicules ici, mais ils l'ont acheté, c'est terminé. Quelles sont les motivations? Et après, on ne rendra pas les véhicules. S'ils ont le pouvoir de le faire, ils l'ont fait. Maintenant, c'est en porte-à-faux avec ce qu'ils avaient déjà proposé. Ça, c'est aux citoyens de juger demain cela. Mais ce qui est important, pour moi, c'est que cette guerre qui commence ici
peut nous inquiéter parce que quand même on n'a pas élu le nouveau régime pour qu'on nous propose de tels faits. Aujourd'hui, on demande à ce que le monde rural soit mieux accompagné, ce qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. On demande que l'emploi soit sauvegardé. Nous, de la presse, nous avons vécu cela. On a fait les assises, on a envoyé des documents aux autorités, ils n'ont jamais répondu. Et aujourd'hui, ils créent une concertation sur la base de quoi? Sur la presse. On est allé les voir. Et je crois que cette manière un peu cavalière de ne pas répondre... mais moi, je trouve que c'est cavalier quelquefois, la manière dont on s'adresse aux Sénégalais, on s'adresse à certains cercles, la manière dont on traite les problèmes des Sénégalais, de certains secteurs de l'économie. Il y a la grève des auxiliaires de la justice, là, je crois, c'est les employés de la justice. Mais c'est la veille que j'ai vu un communiqué du ministre pour demander aux syndicalistes de venir les voir. Je trouve que c'est très cavalier et c'est ce qui m'inquiète le plus. Mais qu'il y ait une guerre de position aujourd'hui pour le futur, parce que les gens se préparent pour 2029, je trouve que c'est trop tôt et c'est de la diversion pour le moment. Alors, Guy Marius Sagna, on sait que c'est un activiste, hein. Un activiste insubordonné ou un député lucide? Il n'est pas aussi subordonné que vous le croyez. Regardez où est-ce qu'il tape. Il a tapé sur les alliés du PASTEF en premier. Oui, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé. Voilà, donc si on commence à taper les alliés, c'est parce que peut-être on n'en veut plus. Donc il y a des... Mais là, il tape carrément sur le président de l'Assemblée nationale. Mais pour le bénéfice de qui? Ça, la question. Je pose la question. Bon, expliquez un peu pour qu'on comprenne. Ouais. Non, mais moi, c'est une interrogation que je me pose parce que je me dis, mais il y a des alliances qui sont... Pensez que c'est calculé tout ça, Guy ne l'a pas dit comme ça. Guy Marius, c'est un politique, malgré tout ce que l'on dit, ce n'est pas qu'un activiste. Il a des objectifs, il l'a atteint. Il est devenu ministre. Il a attaqué la France ici, c'est France dégage. Et aujourd'hui, on l'entend. Mais moi, je considère que c'est un politique et qu'il a des ambitions, que ces ambitions, je ne dis pas que ce soit pour personnellement... Mais là, pour la clarté du débat, qu'est-ce qu'il cherche, selon vous? Qu'est-ce qui se passe? Mais à déstabiliser ce qu'il veut. Au moins, c'est ça qui est clair. Déstabiliser qui? Mais ce qu'il a attaqué. Il a attaqué El Malik? Mais c'est pas pour lui faire plaisir, certainement. Dans la guerre de positionnement pour 2029? Je ne sais pas pour qui il travaille, mais posez-lui la question. Pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre? Alors, ce conflit, monsieur le ministre Sambassi, ce conflit révèle-t-il une faille plus profonde dans l'architecture de PASTEF au pouvoir? Il est clair que parce que vous avez entendu le doyen dire tout à l'heure que c'est une question... Il faut dire Issa Sall. Donc Issa Sall a dit clairement qu'il s'agit peut-être d'une bataille pour le futur. S'il s'agit d'une bataille pour le futur, il nous faut évidemment faire de sorte que nos dirigeants s'intéressent à notre présent. Je ne suis pas en train de verser dans, disons, la dénonciation tonitruante. Mais je mets l'accent simplement sur le fait que nous sommes dans une impasse. Et le caractère dangereux de l'impasse réside surtout en ceci, quand les gens qui y sont, à titre principal, ne le réalisent pas. Regardez l'état du monde. Examinez notre sous-région. Voyez un peu aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays et la cécité, je le dis comme ça, de nos gouvernants. Est-ce que tout cela ne demande pas un réajustement qui nous permettrait au fond de mettre le doigt sur l'essentiel? Voilà plus d'1 an, 1 an et demi, que ce pays est à l'arrêt. Et ça ne peut plus continuer comme cela. Ce débat-là, voilà le débat qu'il faut poser. Comment nous en sortir aujourd'hui? Comment faire de sorte que nous renouions avec un minimum de fonctionnement? N'êtes-vous pas effrayé par, ce que nos partenaires du Fonds monétaire international ont dit dernièrement? N'êtes-vous pas effrayé par l'allure, le rythme, n'est-ce pas, avec lequel nous prélevons au niveau de la sous-région quelques milliards de francs pratiquement toutes les semaines? Vous faites allusion à l'argent frais qu'on cherche dans la région, sur les marchés. Pour des gens qui avaient dit urbi et orbi que nous étions trop endettés. Des gens, en fait, qui ne semblent pas être préoccupés outre mesure par l'horizon, je ne dis même pas lointain, mais à mi-terme.
Est-ce qu'on peut continuer raisonnablement comme ça, selon vous? Je pose ces problèmes. Je crois que voilà les problèmes fondamentaux qui auraient dû être mis sur la table. Voilà pourquoi, quelque part, le dialogue passé est un dialogue qui est resté à mi-chemin. Parce que les problématiques économiques, sociales, auraient dû être posées et prises en charge par le pays réel. Or, on n'en est pas là, on en est simplement à des sortes de dénigrement à l'interne, au niveau de PASTEF. Je suis désolé de dire que les problèmes sont ailleurs. Alors, M. Issa Sall, on a entendu le directeur général de la CDC, Fadilou Keïta, prendre de fait et cause carrément pour El Malick Ndiaye, qu'on n'a pas entendu jusque-là. C'est parce que aujourd'hui, c'est acté que on est en guerre à PASTEF. Vous pensez que au sein de ce parti, on aura finalement, on prendra de la hauteur pour dépasser ces problèmes? Est-ce que c'est important, quand même? C'est le parti qui est au pouvoir. Mais qu'ils aient des problèmes, c'est leur affaire, on aurait pu le dire. C'est pourquoi je dis que c'est de la diversion. Moi, sérieusement, que El Malick ou un autre tatampion qui soutiendrait le président de l'Assemblée nationale et d'autres qui soutiendraient... Mais c'est une guerre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons d'autres soucis. Le pays a d'autres soucis. Récemment, on a braqué une voiture sur la route de Goudiri, alors que le Mali est à côté. Mais ça, c'est beaucoup plus important de savoir. Mais ces braqueurs-là, est-ce que c'est le premier signal de quelque chose qui va arriver? Nous n'avons plus la sécurité. Pensez aux djihadistes qui sont à nos portes. Ah, attention! Mais ça, c'est beaucoup plus important que Fadilou Keïta qui dit que... Mais Fadilou, c'est un politique, il a été nommé, c'est terminé. Et il n'est pas élu ailleurs. Est-ce qu'il est maire d'une ville? Mais donc, il n'est pas plus important. Donc, moi, je considère que vouloir faire de ce qui se passe entre leaders militants de PASTEF ne doit pas être un événement national, c'est un événement sectoriel qu'on peut considérer comme quelque chose d'intéressant qu'on peut faire dans un fait divers. Mais même si les faits divers peuvent être des faits beaucoup plus importants. Donc, mais ce que je dis, c'est que on mange sérieusement que Fadilou le soutienne, que un autre soutienne, mais il y a d'autres qui ont attaqué aussi, qui ont attaqué. Donc, sérieusement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui mérite que l'on débatte sur ce fait-là. Mais ce type de séquence, on le dira comme ça, n'abîme-t-il pas d'une certaine façon la crédibilité de ce parti qui se disait d'une certaine façon au-dessus de tout cela, moralement au-dessus des autres partis? Oui, mais la guerre entre militants, c'est pas ça sur quoi on attend le PASTEF. On les attend dans les actes du gouvernement depuis 2024 qui sont arrivés. Quand vous relisez les conseils des ministres, qu'est-ce qu'ils ont proposé? C'est ça qui est important. Et qu'est-ce qu'ils sont entamés? Parce qu'avoir une idée ne signifie pas que c'est bien. Mais il faut l'appliquer. Moi, en dehors des problèmes de justice, je ne vois pas ce qu'on nous propose. Ah, le Premier ministre, il est allé en Chine. Nous y reviendrons. Ça, au moins, on peut se demander. Voilà, donc, mais me demander, la guerre entre deux militants qui se battent, mais c'est un fait divers. Les querelles de Borne-Fontaine ne doivent pas être des querelles de l'État. Donc ça n'a aucune signification. On peut analyser, chercher les motivations profondes. Quand on les aura, on pourra en parler. Mais pour le moment, c'est une guerre qui n'a aucune signification, sinon que c'est un fait divers. Maintenant, passons à autre chose. Mais la dénonciation, d'une certaine façon, monsieur le ministre, du train de vie des députés, parce qu'apparemment il s'agit de cela aussi, ces dénonciations et de certains privilèges aussi qui sont accordés peut-être à l'Assemblée nationale, est-ce que cela a une chance de faire changer les choses dans le bon sens, en tout cas, de faire évoluer le système, on dira comme ça, ou pensez que ça a vite enterré? Espérons qu'il y ait une prise de conscience, disons, de ce qui est en train d'être fait. Je vous parlais tout à l'heure des fonds spéciaux. J'aurais pu vous parler... La caisse noire, les fameux... Oui, on les appelle comme ça. Fonds politiques, fonds spéciaux, caisse noire, qui étaient haram dans le temps. J'aurais pu vous parler des agences, du train de vie global de l'État, qu'il faudrait essayer de réduire plus sérieusement qu'en demandant aux travailleurs de ne pas avoir de machine à café dans leur bureau. J'aurais pu vous parler, peut-être que nous viendrons à cela tout à l'heure, des nominations qui sont faites au quotidien. J'aurais pu vous parler finalement de l'ignorance totale, quasi totale, des priorités de notre pays et de cette sorte d'enfermement
dans les jouissances du pouvoir à une échelle globale. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale seulement, je dis ce n'est qu'une sorte de révélateur. Jouissance, c'est pas un peu trop, hein? Non, mais regardez un peu. Est-ce que vous regardez parfois les images que vous nous montrez vous-même? Des rutilantes voitures qui parcourent le pays. Je pose la question. Ah non, je dis, est-ce que vous regardez vos images, vos propres images, celles que vous diffusez? Est-ce que vous les regardez? Nous, citoyens sénégalais, nous regardons ce que vous nous montrez. Et je vois beaucoup de prestance, je vois beaucoup d'apparats, j'entends beaucoup de sirènes. Je crois que, plus sérieusement que ça, il faudrait que nous en revenions en tant que pays à beaucoup plus de mesures, à davantage de rigueur, à davantage de circonspection, à une prise en charge plus décider finalement des réels problèmes des Sénégalais, au-delà des incantations. Il y a urgence. Ça, à titre personnel, je ne le sens pas trop et cela m'inquiète. Parce qu'il commence à se faire tard. Alors, donc, on va évoluer un peu. Sonko en procureur de son propre gouvernement, absence de rigueur, réunion bâclée, représentation ou représentant inefficace, c'est lui qui le dit comme ça. Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui sache l'administration publique, dénonce son système défaillant et exige plus de discipline. Mais n'est-il pas en train de condamner d'une certaine façon les structures qu'il pilote lui-même, Issa Sall? Parce que même c'est le chef du gouvernement. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils les ont nommés il n'y a même pas 1 an et demi. Donc s'ils ne sont pas bons, on les change. Il n'y a pas une raison de taper sur qui que ce soit. Soit on les change, mais c'est lui qui les a nommés aussi. Parce que à la base, il y a toujours sa signature. Hein. Et eux, c'était à eux de choisir les bonnes personnes. Si aujourd'hui ils disent que c'est pas bien, mais ils n'ont qu'à changer. Ils travaillent pas assez. Il y en a qui n'ont pas le profil. Mais où est-ce qu'ils les ont allés chercher? Ils les connaissaient pas. Ils ont nommé des centaines de personnes. Et que je sache, il y avait 4000 personnes qui travaillaient dans le projet PASTEF. Vous faites allusion au fameux cadre, 4004. Ouais. Vous faites allusion aux 4000 cadres. Oui, mais bon, souvent c'est très politicien de le dire. Abdoulaye Wade avait sa section bleue, et donc il y avait les cadres qui étaient les plus affûtés. Eux aussi, ils peuvent dire il y a 4000. Mais ce qui est utile, c'est que quand on est président, quand on dirige un pays, il faut savoir nommer. Mais ce qui est le plus important, c'est pas de savoir nommer, c'est de savoir sanctionner. Si le Premier ministre juge que le président a mal nommé, parce que c'est le président qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Ça veut dire qu'il accuse le président d'avoir nommé de mauvaises personnes. Ah oui, vous allez jusque-là? Ah oui, même s'il le signe en second, mais... Il contre-signe, oui. Il contre-signe, mais dans ces conditions. Ça veut dire que le président a nommé de mauvaises personnes. D'autant plus qu'on a un cadre là, un allié de PASTEF qui a été nommé et qui n'a jamais pris service. Parce que, faites allusion à Sambadiaï, ancien DG des trains, nommé PCA de SNHLM. Je ne sais n'a jamais pris fonction. Voilà, mais dans ces conditions, on peut se poser des questions. Ça aussi, c'est aussi les signes d'un gouvernement qui se cherche et d'un pouvoir qui commence à sembler bancal. Parce que si on se met à remettre en cause ses propres décisions, ou à remettre en cause ses propres nominations, ça veut dire que nous sommes dans une situation beaucoup plus grave que nous ne le soupçonnions pas. Et moi, je considère que le pays est dans une situation difficile. L'économie ne marche pas. Les problèmes qu'on a avec les FMI. J'ai vu que le fonds français est venu ici, je ne sais pas comment on l'appelle. Et donc, on va en Chine. On cherche de l'argent, on n'en trouve pas et on n'en trouvera pas. Parce que si le FMI ne donne pas son cutus au Sénégal, aller chercher de l'argent à l'extérieur, ça veut dire avoir de l'argent sale. Très naïf. Les Chinois sont ici, hein. On connaît leurs méthodes au Sénégal. Hein. Bah, je connais les méthodes. Et je sais, parce que je connais des gens qui ont travaillé avec eux. Croire que les Chinois, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui ont été sanctionnées par la BAD ou par d'autres organes. Parce que c'est des organes corrupteurs aussi. Donc attention, ne nous éloignons pas de ce qui est important. Perdre notre temps sur des querelles de clochers au niveau du gouvernement ou au niveau du parti PASTEF n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économie nationale, c'est la paix sociale, c'est les affaires de justice qui inquiètent. Donc, il faut qu'on se redirige vers ces vrais problèmes et qu'on y travaille et qu'ils nous donnent des solutions à nos problèmes.
L'agriculture, là, tout le monde est inquiet. Attention, le monde rural, aujourd'hui, la pluie a commencé. Il y en a qui n'ont pas encore. Attention, nous sommes très inquiets. Et personne ne connaît les résultats de la dernière campagne électorale. Combien de tonnes de personne ne le connaît. Personne ne connaît. Et aujourd'hui, mais c'est du jamais vu au Sénégal. Qu'on sort d'une campagne arachidière, personne. Et l'arachide constitue quelque chose d'extrêmement important dans le monde rural. Parce que c'est ce qui donne de l'argent, c'est ce qui amène les billets dans les maisons. C'est avec ça qu'on peut acheter quelque chose, des habits, qu'on peut se marier. Et si l'arachide ne marche pas, le monde rural est dans une situation extrêmement précaire. Mais d'une certaine façon aussi, Monsieur Issa Sall, et c'est pas une stratégie de communication, peut-être pour juste faire un peu de diversion. Il y en a qui pensent aussi, peut-être c'est un acte d'honnêteté aussi, non? L'honnêteté, c'est de respecter sa parole, c'est tout. S'ils avaient dit qu'ils allaient changer les choses, ils n'ont qu'à changer les choses. Il y a des personnes qui ont été nommées qui ne sont pas compétentes, mais on les change. C'est la première chose à faire. Mais les dénoncer à quoi bon? Et puis dénoncer d'une manière collective, c'est pas une bonne chose. On dénonce des cas. Moi, tu sais, les accusations collectives, ils sont mauvais, c'est pas ça. Il y a des personnes qui ont été nommées. S'ils ne sont pas compétents, on les prend, on les sort. Mais on a nommé des gens qui sont. Mais moi, je trouve que la responsabilité d'un gouvernement, c'est de sanctionner individuellement. On ne sanctionne pas un ancien régime, on sanctionne des personnes de l'ancien régime. Positivement et négativement. Ils les ont nommés. Ceux qui ont été nommés qui ne sont pas compétents, ils n'ont qu'à partir. On ne peut pas dire que tous ceux qui ont été nommés sont des mauvaises personnes. Vous qui connaissez l'appareil d'État, monsieur le ministre Sambassi, cette sortie au vitriol vous semble-t-elle crédible? La crédibilité de la sortie, je ne la jugerai pas, je me méfie de ceux-là qui ont eu même à nous dire parfois, voilà, à tel moment, en telle circonstance, nous avons agi de telle et telle manière, nous faisions du chiquet. Simplement, c'était pour tromper l'opinion. Dès lors que vous me jouez ce coup-là, je me méfie de tout ce que vous pourriez me dire. Mais là n'est pas l'essentiel. D'où viennent les problèmes que nous relevons par rapport à l'administration, notamment de parapublic? Les problèmes viennent, à mon sens, de ce choix-là qui fait qu'on dit, on ne met aux responsabilités que des gens de son camp. Que la ligne, en fait, qui sépare les Sénégalais, ce n'est plus la compétence, ce n'est plus le savoir, ce n'est plus la trajectoire, mais c'est seulement l'appartenance partisane. Quand vous décidez que vous ne prenez que les vôtres, et vous les prenez même frais et mollus, sortant à peine des écoles, vous les mettez aux responsabilités, vous en nommez à des postes de direction, vous n'avez pas à être surpris des résultats que ça peut donner. Les choses doivent se faire à la normale. On ne devrait pas, en principe, devenir directeur de service en sortant de l'université. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être génial, mais on a besoin de temps de maturation, d'expérience. La ligne qui devrait séparer les Sénégalais par rapport au choix à faire pour les mettre aux responsabilités, elle ne devrait pas seulement tenir à l'appartenance politique. Si on exige de vous que vous ayez la carte pour qu'on puisse vous mettre là ou là, bon, demain, il n'y a pas de surprise que certains des encartés ne donnent pas les résultats attendus d'eux. Pourquoi on n'a pas entendu suffisamment Issa Sall, peut-être le président de la République, sur ces questions? Je ne sais pas, je vous dirais, je ne sais pas, mais en tant que président de la République. Mais c'est lui qui les a nommés. Ce qui est étonnant, c'est qu'en Conseil des ministres, que le Premier ministre puisse se prononcer de cette manière. C'est ça qui nous surprend. Vraiment, la lecture du communiqué du Conseil des ministres est très instructive quelquefois, parce qu'il y a des choses que le président dit, on les répète, le Premier ministre le répète. C'est comme s'il y avait... Donc, il y a vraiment, moi, je ne sais pas pourquoi le président ne réagit pas, mais c'est lui qui les a nommés. Et c'est des nominations politiques, comme le ministre l'a déjà dit. Et donc, comme c'est des nominations politiques, ce qui est le plus difficile, c'est la sanction. Son coéquipier de préparer à un éventuel échec. Que lui, il est préparé. Oui, préparer l'opinion à ça. Ah ben... je l'avais dit. Il avait dit quoi? Il avait dit beaucoup de choses, hein. Sur cette question. Dire que... Mais les nominations, c'est lui. Il avait dit beaucoup de choses. Il avait dit beaucoup de choses. Il avait dit beaucoup de choses. Et il est revenu certaines choses et certains comportements pour dire qu'il nous trompait. Ces nominations,
ont été portés sur des personnes qu'eux-mêmes connaissent et qu'ils ont nommées et qui peuvent nous dire que non, ils ne sont pas compétents. Ça, on a entendu sur les réseaux certains pacifiens s'exprimer, soutenir clairement que peut-être qu'il y a des actes de sabotage, certains collaborateurs ne travaillent pas assez, peut-être pour aller vers un échec. Mais ils n'ont qu'à les évaluer, les faire partir. Quel est le problème? Ils ont un décret, ils ont un stylo, hein. Il ne manque pas de stylo dans le pays quand même. Un décret, ça sort tout de suite et on les vire. Non, moi je n'aime pas tellement se défausser sur beaucoup de... Ils ont été élus pour mettre ce pays au travail, changer peut-être ce que le gouvernement passé faisait et qui ne satisfaisait pas les Sénégalais. Les Sénégalais les ont choisis pour changer. Ils ne peuvent pas aujourd'hui nous dire il y a un sabotage, les nominations ne sont pas bonnes. Nous, c'est les résultats. Les moyens, ils les ont. L'État du Sénégal met les moyens entre les mains d'un gouvernement. Il y a un budget, il y a les forces de sécurité, ils peuvent connaître qui ils veulent, mais le citoyen, ce qu'il demande, c'est un résultat. Il ne demande pas, il ne veut pas d'explication sur les moyens, parce que les moyens existent. Personne ne peut dire que le Sénégal est un pays sans moyens. Les véhicules là, les nominations, ils sont allés chercher partout des hommes. Ils ont nommé qui ils veulent. Mais donc, ils ont les moyens. Les moyens, ils les payent. Jusqu'à aujourd'hui, ils payent les salaires. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'on leur demande, moi, citoyen, lambda, je demande des résultats. Si je n'ai pas de résultats, je dis donc échec. Mais qu'ils n'expliquent pas l'échec par on n'a pas les moyens. Parce que ça, on les a. Donc, peut-on s'attendre, peut-être dans les prochains jours, à un remaniement? Il y en a qui en parlent. Ah ben, ils sont libres, hein. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on va évoluer un peu avec ce coup de sang diplomatique, les visas US qui ont été refusés, donc Sonko qui s'embrase d'une certaine façon, Pékin qui applaudit suite au refus de visa des basketteurs sénégalais, Sonko qui tape du poing sur la table, annulation du stage aux États-Unis, relocation à Dakar et salve diplomatique. En bonus, remerciement chaleureux à la Chine pour ses bourses d'athlètes. Nouvelle vision, la diplomatie sénégalaise ou populisme à usage interne, ceci, question pour vous. Vous savez, Mohamed, depuis quelques heures, il y a le nom d'un auteur espagnol qui me trotte dans l'esprit. C'est un auteur qui a vécu à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Il s'appelle Cervantes. Cervantes, je suis sûr que vous avez fait vos humanités. Et cet auteur-là a rendu inoubliable la figure de Don Quichotte. Don Quichotte, c'était ce monsieur qui s'était construit finalement des ennemis, des adversaires, et qui n'hésitait pas à défourailler son épée et à se battre contre, y compris des moulins, avant. Que vous avez vu ce livre, sinon je vous le recommande, ce roman, parce qu'il faut qu'on nous retournions à nos humanités. Ça fait partie aussi de nos humanités, cela. Alors, Don Quichotte avait ce don-là de se fabriquer des ennemis, de les combattre également, et il était le grand vainqueur, puisque tout ça, là, ça fonctionnait dans sa tête. Vraiment, cet auteur me revient en ces temps-ci. Cette affaire de visa. Et vous voulez... J'aurais compris, Mohamed, que le président de la Fédération sénégalaise de basket décida simplement du fait que bon voilà, maintenant on ne va plus aller aux États-Unis pour nous entraîner, on reste au pays. Oui, c'est ça. J'aurais compris qu'un autre fonctionnaire du ministère des Sports le fasse. J'aurais compris à la limite que le ministre des Sports lui-même fasse ce choix. Je ne comprends pas tellement cette sortie-là. Mais que voulez-vous, monsieur le ministre? Si on ne donne pas les visas, on ne le donne pas. Voilà, on se débrouille avec ce qu'on a, non? Oui, sans réclame particulière. Et je suis heureux que nous ayons d'ailleurs les infrastructures qui nous permettent de nous entraîner à domicile. Il y a Dakar Arena, bel édifice. Il y a des hôtels, un hôtel à côté, un réceptif dans lequel valablement nos joueurs peuvent être logés. On peut aller à Diamniadio par terre. Il y a des voies. Tout ça est le legs du régime auquel j'ai appartenu. Et c'est bien qu'on puisse dire, oui, on choisit de s'entraîner chez nous, parce que les moyens existent pour le faire. Je rappelle, ou j'indique, que nous ne sommes pas loin également des JOJ. 2026. Tout cela, c'est le produit quand même d'une œuvre qui est là. Et je crois que c'est bien que nous ayons ces moyens-là. Maintenant,
il y a quand même un effort à faire pour éviter la tonitruance et le bruit et la fureur, qui sont en règle générale de très mauvais conseillers. Nous sommes dans un monde complexe. Quel était le choix du président Macky Sall en matière de diplomatie? Le président Macky Sall disait ni exclusion, ni exclusivisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je coopère avec tous ceux qui veulent coopérer avec nous en tant que pays, et aucun pays ne va m'imposer de ne coopérer qu'avec lui. Et nous le faisions avec grand but. Est-ce que ça nous a valu des avantages comparatifs? Oui ou non? Vous avez entendu souvent les reproches qu'on vous a fait à ce sujet-là. Je parle des faits. Je ne parle pas des reproches et des allégations. Qui est carrément... je reste avec vous à Diamniadio. Je vous ai cité les infrastructures. Regardez un peu ce qui a pu être fait. Rien que là-bas. Je vous ai parlé du TER, je vous parle également des autoroutes à péage. Je vous ai parlé de Dakar Arena, j'aurais pu vous parler de l'arène de lutte nationale. Je vous parle des faits, je ne parle pas des allégations et des critiques qui d'ailleurs aujourd'hui sont devenues un peu moins fortes. Là, on n'entend plus tellement dire France dégage, hein. Comme si les Français étaient devenus un peu plus fréquentables depuis que nous avons cédé en fait les rênes du pays. Gouverner est un acte de responsabilité très lourd à porter. Nous avons des compatriotes qui y sont par des manières plutôt détournées. Nous voulions que ça s'arrange. Vous voyez bien ce qui s'y passe. Est-ce que ce qui vient d'être fait et dit va les mettre en épingle, oui ou non? Nous avons un partenariat avec ce pays-là, je ne le défends pas, mais avec lui, nous avons pu faire un certain nombre de choses. Je parle de MCA. Il y a tout ce qui s'est fait au niveau de l'axe nord. Il y a ce qui était en chantier au niveau de l'axe sud. Alors il faut réfléchir et éviter les positions intempestives. On doit défendre notre pays. Nous devons nous battre pour notre souveraineté. Mais nous devons le faire de manière intelligente. Éviter justement, je vous emprunte votre mot, les mises en scène parce qu'elles desservent davantage qu'elles ne servent. Est-ce un tournant diplomatique ou une simple opération de communication politique? Quand vous êtes aux affaires, quand vous êtes aux responsabilités, à un certain niveau, vos déclarations ne sont pas de simples déclarations. Chacune de vos prises de position peut être lourde de conséquences. Maintenant, je n'ai pas une boule de cristal pour lire l'avenir. Remercier carrément la Chine. Et depuis hier, le Premier ministre est en visite dans ce pays-là. Est-ce que c'est d'autres rapports qui sont en train de se tisser? Est-ce qu'on va vers quelque chose de nouveau dans les relations diplomatiques entre le Sénégal? Je sais que le commerce que nous avons eu avec la Chine a été un très bon commerce jusque-là. Je ne sais pas ce qu'il en est depuis quelque temps, mais je sais que nous avons des relations très profondes avec la Chine et beaucoup de choses ont pu être faites avec la Chine. Pas sous le mode en fait des sorties intempestives, mais de manière construite, de manière méthodique, de manière réfléchie. Autant nous l'avons fait avec la Chine, autant nous l'avons fait avec les Turcs, autant nous l'avons fait avec d'autres pays, dont la France, dont les États-Unis. Est-ce que nous gagnons à rajouter de la fureur et du bruit au bruit et à la fureur du monde tel qu'il va? Je crois que nous gagnerions à être un peu plus, disons, circonspects. Nous gagnerions à faire montre davantage de retenue. Nous gagnerions à davantage réfléchir à la parole publique et à éviter certaines enflures, de mon point de vue. Et ça, la doctrine respect mutuel et équilibre que prône Ousmane Sonko, on l'a entendu, que prône donc Ousmane Sonko, est-elle, d'une certaine façon, tenable face aux réalités géopolitiques? Mais vous savez, moi, je suis très circonspect par quelquefois les déclarations. Parce que le Premier ministre est une autorité de l'État du Sénégal. Ce n'est pas le responsable de PASTEF qui doit parler. Et quand, souvent, dans les déclarations, dans les relations diplomatiques qu'on a avec les gars de l'AES, avec l'Amérique pour cette fois-ci, le Premier ministre ne peut pas parler à ses partisans. Et sa déclaration... Vous voulez dire que cette déclaration-là... C'est une déclaration destinée à ses partisans. Ah oui? Parce que c'est ça la question. Parce qu'ils sont dans cette véhémence contre n'importe qui, comme avec la France à l'époque. Et en voulant toujours parler à ses partisans et en ne pensant qu'à ses partisans, alors là, c'est une question... Les questions diplomatiques seront toujours très mal gérées. Parce que
Cette déclaration d'Ousmane Sonko, c'est une déclaration politique. Ce n'est pas cette sortie d'Ousmane Sonko, c'est une déclaration avant tout domestique, c'est destinée à la consommation domestique. Il l'a écrit où? Sur Facebook. Mais dès qu'on est Premier ministre, tout ce qu'on doit dire, ça doit être la déclaration du Premier ministre. Ça ne peut pas être la déclaration du leader de PASTEF. Et en voulant faire une diplomatie uniquement sur la base des accointances politiques avec certaines idées souverainistes, comme on dit, je pense que la diplomatie sénégalaise a dépassé ce stade. Nous avons une diplomatie qui a été toujours sage, qui a été au cœur de toutes les évolutions de la législation et des traités internationaux. Mais qu'on n'oublie pas que la CPI, Sénégal, fait partie des premiers à avoir signé. On ne peut pas aujourd'hui vouloir réduire le Sénégal à des accointances politiciennes ou à des engagements politiciens au niveau national. Et c'est ça qui me dit que nous n'avons pas aujourd'hui une diplomatie à la hauteur de ce que représente le Sénégal actuellement dans le monde. Et si on continue comme ça, mais les gens vont nous regarder en se disant, mais le Sénégal, ce n'est pas le partenaire idéal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a gagné depuis qu'on a commencé à être véhément avec tous les pays du monde? Rien du tout. On commençait par la France. Hein? Mais j'ai vu l'AFD qui était là. Alors que la France était vraiment le diable. Si Benoît, c'est Rioux qui est venu ici, ça veut dire que quand même, mais la France n'est plus le diable. On ne dégage plus la France. On va en Chine, la Chine était là. La Chine a construit l'essentiel, le stade de l'amitié qu'on vient de refaire, les autoroutes sur Kaolack. Mais qui fait ça? Ce sont les Chinois, il n'y a rien, il n'y a pas à défoncer des portes ouvertes. La Chine est un pays partenaire solide du Sénégal. Il y a la Turquie, il y a l'Inde. La Turquie, moi j'ai pris tout à l'heure un taxi, mais c'est quoi? C'est les Iraniens qui ont fait énormément de choses. Le Sénégal n'est pas une exclusivité d'aucun pays. Et les Américains, les meilleures routes du Sénégal ont été faites par les MCA. Hein. Et aujourd'hui, l'électricité à Dakar, si on coupe moins, c'est parce que les Américains ont mis beaucoup d'argent dans ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue à l'exclusivité ou à jouer à faire des bravades. Et moi, je ne pense pas qu'un président de la République ou un Premier ministre peut se permettre, surtout un Premier ministre du Sénégal, je ne parle pas d'autres pays. Ce dossier sur les lions, aurait-il pu être géré autrement? Si oui, comment? Mais c'est parce qu'il a oublié que la fédération, c'est une association. C'est tout. La fédération ne dépend pas de l'État, sinon sur le plan financier. Les fédérations de football, vous croyez que la fédération de football, le président de la République a décidé qu'il va nommer qui il veut là-bas? Il ne peut pas. Donc il faut qu'on soit raisonnable, il faut avoir raison garder dans la gestion des affaires. Et surtout, vraiment pinailler sur des détails comme ça. On ne va pas aux États-Unis, et quel est le problème? On va en France, on va en Chine, c'est terminé, on change de pays. Ou on le fait ici, c'est tout. Mais vouloir régler des problèmes, moi c'est pourquoi je vous dis, il ne parle pas aux Américains. Il veut parler aux Sénégalais. Mais les Américains ont des oreilles et ils entendent. Vous voulez nous dire que ils entendent le discours. Que ça peut vous avez oublié Bernica créer des difficultés. Vous avez oublié Bernica, oui. Bernica avec Abdoulaye Wade. En 2011. Mais qu'est-ce que ça nous a coûté? Les Américains étaient ici en 2012, mais ils ont surveillé les élections et je ne dis pas qu'ils n'ont pas participé loin de là à son départ. Attention, hein. Il faut savoir avec qui on parle. On n'insulte pas un pays comme ça. Donc, moi, je considère... Donald Trump peut-il nous tenir rigueur de ce je ne suis pas dans la tête du président des États-Unis, encore que là aussi on a... populiste, hein, lui aussi. Hein. On a au pouvoir un homme peu prévisible qui vous dit une chose aujourd'hui et qui vous dit autre chose demain, nous ne savons pas trop. Nous sommes dans une ère d'incertitude à l'échelle monde. Et quand on est dans une ère d'incertitude à l'échelle monde, il faut faire très attention et tenir bien les rênes de chez soi. Je ne peux pas présager de ce que le président Trump fera ou ferait dans le futur, mais je dis qu'il nous appartient en tant que pays de faire très attention aux actes, aux gestes que nous posons, de sorte que nous préservions notre pays, que nous sauvegardions ces chances finalement de développement économique et social, que nous préservions notre vivre ensemble, que nous essayons d'améliorer l'existence des millions de Sénégalais. Ça,
c'est notre responsabilité et nous devons évidemment le faire au lieu de verser dans des écarts qui nous divertissent davantage qu'ils nous rendent service. Nous avons vraiment suffisamment à faire ici au Sénégal. Alors, Issa Sall, Ousmane Sonko est en Chine depuis vendredi, une visite de quelques jours. C'est un autre axe diplomatique qu'on ouvre désormais. On va vers la Chine, davantage vers la Chine. Vous pensez qu'on est dans le schéma classique, on s'ouvre à tout le monde? Mais je pense qu'on n'a jamais fermé la porte à la Chine. La Chine fait partie des premiers partenaires économiques, commerciaux du Sénégal. Donc on parle de premier pas vers quelque chose de nouveau. Bon, il y a certainement, toujours quand on voyage, on a des projets, on ne vient pas les mains vides, on a toujours une idée à proposer. On parle des autoroutes de l'eau. Si c'est pour aller vendre ça là-bas, pourquoi pas, mais les autoroutes de l'eau, ce n'est pas le PASTEF qui l'a inventé, hein. Ça existait, c'est des idées qui sont très anciennes, et même je pense que moi-même j'ai assisté dans un exposé de Wade où il en parlait d'une autre manière, en parlant des rivières qui se créent pendant la saison de pluie et l'eau qui va jusque dans le fleuve Gambie et qui se perd. Et ça, ce sont de vieilles idées. Maintenant, aujourd'hui qu'on a la maturité ou les moyens de les réaliser, ou peut-être que les études sont suffisantes pour arriver à ça, mais c'est très bien. Mais la Chine, elle est là. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de nouveau? Non, mais sauf s'il y a des nouvelles idées. Je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau en allant en Chine. Je ne le vois pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut aller en Chine, mais c'est sûr de nouvelles idées. Mais en dehors de ça, je ne vois pas autre chose. C'est les autoroutes de l'eau. Et les autoroutes de l'eau, on attend de voir exactement ce qu'il y a. Mais il ne faut pas qu'on aille dans un deal qui ne profiterait pas au Sénégal. Alors, monsieur le ministre Sambassi, jusque-là, on accusait Ousmane Sonko de ne pas faire grand-chose, de se contenter juste de faire quelques promenades dans la sous-région et de revenir. Mais là, il prend carrément l'avion pour aller en Chine. C'est un déclic? Non, c'est à lui qu'il faudrait le demander. Vous dites on accusait, moi je ne l'accuse de rien du tout. Je me dis simplement que le régime actuel gagnerait à essayer enfin de poser des actes pour prendre en charge les problèmes des Sénégalais. Ça ne fait pas partie? C'est ça qui manque. En fait, ce qui importe, c'est au retour du voyage, de revenir plein d'usage et de raison. Usage et raison, ça veut dire être intelligent du fait qu'on a appris chez les autres et également qu'on a des solutions nouvelles à proposer aux populations. Alors, on va terminer par la guerre Iran et Israël, depuis quelques jours, après une semaine. Finalement, on est parti vers une guerre, un conflit auquel on ne s'attendait pas apparemment, Issa Sall. Le regard du journaliste sénégalais sur ce qui se passe de l'autre côté du Moyen-Orient. Si on n'y s'attendait pas, peut-être, parce que les pays sont éloignés, il y a quand même plus de 1500 kilomètres entre les deux pays, et deux pays qui se font la guerre par bombardement de cette manière, c'est assez rare. Certains disent que peut-être l'Allemagne et la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques bombardaient et les Allemands envoyaient les UV, je ne sais plus comment on les appelle. Donc, sur ce plan-là, mais ces deux adversités qui étaient là depuis très longtemps, depuis que l'imam Khomeini est arrivé, mais avant l'Iran, en 79, avant, entre l'Iran et Israël, c'était une coopération très dynamique et très profonde. Les Iraniens, ce ne sont pas des Arabes. C'est des Perses. Et les Juifs qui sont en Israël avaient leurs ennemis communs qui étaient un peu les Arabes. Mais ce qui s'est passé en Israël et ce qui s'est passé en Iran a fait que les Iraniens ont fait d'Israël un ennemi mortel. Et
c'est aussi pareil de l'autre côté. Aujourd'hui qu'ils arrivent à cette stade dans leur confrontation entre une animosité lointaine et aujourd'hui la guerre, ça peut surprendre, mais ça ne surprend pas parce que la guerre existait d'une certaine manière par proxy. Voilà, donc c'est le Hezbollah, les trucs comme ça. Israël aussi allait bombarder de temps à autre là-bas avec les Américains. Donc c'est une guerre. Mais ce qui est surtout grave, c'est qu'aujourd'hui cette guerre mobilise le monde entier. On ne sait pas ce qui va advenir. Pour le moment, les États-Unis se donnent un peu de temps pour voir la conduite à tenir. Mais ils n'ont pas tort d'attendre parce que leur participation à cette guerre ne peut pas être une participation superficielle. Supposons qu'ils s'attaquent à l'Iran et que les Iraniens réussissent à toucher un porte-avions américain. Les bases qui sont... Non, c'est-à-dire que l'affaiblissement de l'Amérique, ce serait qu'il soit durement touché par cette guerre. Et que ce qui va advenir maintenant dans ce coin, dans le Golfe, sur le plan du pétrole, l'économie mondiale va en souffrir. Et l'Amérique est d'une certaine manière le gardien de l'équilibre économique. Il ne veut pas que l'économie soit touchée. Et donc nous qui sommes ici, on a notre palais, tout comme ça. Mais si on ne peut plus passer par le Golfe, donc on passera certainement par Suez. Vous vous rendez compte de l'enrichissement, de l'enchérissement des coûts de production. Mais les gens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui. Et je crois que les Américains, ils regardent un peu ça, mais on est dans une certaine manière, celui qui décide, il est en Israël, mais il n'est pas en Amérique. Voilà. Maintenant, est-ce que Trump va se réveiller pour dire non? On ne sait pas. Mais l'Amérique suit toujours Israël dans ses dérives. C'est ce que Un mot, monsieur le ministre, sur cette guerre Iran et Israël. Je suis, pour ma part, tout à fait indigné du fait que les Israéliens développent une guerre, disent-ils, préventive. Quoique ça viole toutes les normes internationales. On vous tombe dessus, on vous agresse, on essaie de vous tuer parce qu'on se dit que vous auriez pu nous tomber dessus et nous tuer. Sur cette base-là, on est dans une sorte de jungle. On reproche à l'Iran de développer... Mais de quel droit un pays peut-il dire, moi, je fais ce que je veux, je le fais tel que je le veux, Israël mais vous, à la bombe atomique. Vous n'avez pas le droit de penser à vous défendre. De quel droit peut-on attaquer quelqu'un en disant je vous vois vous préparer, vous allez m'attaquer? De quel droit peut-on essayer d'effacer carrément? Le mot est à la mode. Un pays de la carte. Je ne pense pas seulement en Iran, je regarde aussi ce qui se passe à Gaza, en Palestine. C'est destruction carrément massive. Détruit. Destruction massive, obstinée, minutieuse. Élimination, liquidation de femmes, de jeunes, d'enfants, de vieillards, systématiquement. Et bon, tout le monde regarde. Et après, il y a eu, je pense aussi, le conflit qui s'est exporté un peu en Syrie. Il y a eu des bombardements aussi, je pense, au Liban. Vous savez, moi je considère que l'indignation sélective de l'Occident. Non, l'Occident, est-ce qu'elle s'est indignée? Mais Gaza, il n'y a rien de pire. De quoi on parle de génocide? C'est un génocide. Quel terme utiliser quand dans un pays 99% quasiment des bâtiments ont été détruits? On a tué des milliers d'enfants. On se demande même si on ne les a pas tués pour qu'ils ne deviennent pas demain des combattants. Détruire un pays systématiquement, et les gens disent qu'ils ont le droit. Même si on peut reprocher au Hamas d'avoir attaqué Israël le 7 octobre. Aujourd'hui, dire qu'il y a des pays qui ont le droit et d'autres qui n'en ont pas, mais dans quel monde on est? Mais je ne pense pas. Dans quel monde on est? Et les gens disent, ah non, ils ont le droit d'attaquer un pays et de dire qu'il ne doit pas avoir une bombe, de développer une technologie nucléaire. Mais de quel droit? Et ça va changer. Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas désespéré. Tous les pays sont éveillés. Mais aujourd'hui, quand on me dit qu'un pays occidental va intervenir en Afrique, je me dis, mais où? Ça va être de plus en plus difficile. Le Sud global a pris conscience. Il y aura beaucoup plus de problèmes à venir intervenir dans nos pays. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, peut-être que c'est la dernière incartade de l'Occident. Dans les autres pays, ils ont dominé par l'esclavage, par la colonisation, par l'économie.
Et aujourd'hui, des choses sont en train de changer. Et je crois que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour stopper cela. Mais ça ne changera pas. Moi, je pense que je suis optimiste. Quel que soit ce qui va arriver à l'Iran et au Moyen-Orient, les choses vont changer forcément. Merci beaucoup, Issa Sall. Fin de remue-ménage à la télé. jërë ngeen jëf xibaar ci gàttañ ko tàmbalek foofee ca Touba ca quartier Jannatul Mawa ab xale wala taalibe bu am fukki at ak ñaar moom moo ñàkk bakkanam gannaaw ba mu lebee ci ab mbalka ci kër bu nekkoon ci chantier ñu dal jàpp ne doon ci sax ubbi ab l'enquête ngir xool yëfi na la fa tëddee ba loole daal di ci am ab doomu sénégalais Jibril Meng nekkoon foofee ci réewum Allemagne mujj na néewam yegsi na fii ci Ndakaaru ni ki dem ba sax ñu daal di ko rob ci sëgee ca Pikine moom nag daanaka nekkoon Allemagne amul woon fa mu dëkk ba mu sax génne dina daal ñu ragaloon ne néewam dañ ko naroon a taal waaye doomu sénégalais yi foofee ñoom ñoo takku ba néew bi mujj ñëwaat fii ndeyam nag di wajuram bu jigéen di Mamboussa Thioune daal di leen sant bu baax a baax ndax bu dul woon loolu loolee moo naroon am ñu déglu ay kàddoom yaayam di Mamboussa Thioune ci micro bi ak Salamata Ousmane Diallo. moom de dimbali ndeyam ak baayam dong ko taxoon a jóg dimbali ndeyam dimbali baayam dimbali ay raqam mu doon suñu soutien nag wax dëgg yàlla bi mu fi nekkee sax nag jàmbaar la woon mu tukki nag nee na mu gën a doon góorgóorlu moo ko taxoon mu tukki nii sa tukki bu metti ba nag sa la tukki daa demoon Maroc jaare Maroc dugg ca géej ga géeju kii googu fa la demee ma gëj kaa gis loolu fukki at ak benn gisuma jibi waaye nag dinañ doon déggante. mu nekkoon foofu noonu Allemagne gis nga ci àdd ni mu faatoo ba mu ñëwaat ci sa loxo yi. waaw ndax moom bi ñu waxee dañ koy taal. waa fédération boobu dañ ne ko doo leen ko taal indi leen ñu yore ko dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan dinañ xam ay mbokkam egsi na denc nañ ko waaye sant yàlla rek denc ko rek di ko ñaanal amul loolu laa ci bokkoon te am naa ko. métti na rek. waaw métti na trop. mu ngoog bu ñu demee bi terew nag diggante Iran ak Israël yëpp di gën a metti ba sax États-Unis dugal ci loxoom mel na daal ko fare ci ñi di waa Israël ndax ni ki daal démb jot nañoo dóor ñett bërëb yoo xam ne foofa ca Iran la door fa ay bomb ba sax njiitu réew bu Amérique Donald Trump daal di ko dëggal Union européenne nag di ku ci ne moo xam Iran la États-Unis wala Israël dellu ginnaaw ndax yëf yi kenn xamul fu mu nar a mujjee diggante Israël ak Iran di guerre ba nga xam ne daanaka ñu ngi ci fekkeelu fa ba tey jilee bokk jàngeen jëpp na kon xibaar ci gàttal jaajëf Assane Diouf mi farewoon ci machine bi Seydou Noxo Ba ci micro bi grand jury Jordan Diop ak kii di Ousmane Sène jiite wax que léegi incha allah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. mbokk yi da ngeen yor plastique yoo leen soxlaatul jàppale leen ñu bokk leen ci premier marathon du recyclage te ñii di waa SETER di ko organiser ànd ci ak partenaire am bii di SENTER lu ko dalee le 16 ba le 29 juin 2025 indi leen ñu seeni plastique yi ngeen soxlaatul ci suñuy gaar yi nekk Colobane Pikine Thiaroye KMF Rufisque ak Bargny bu ko defee ñu weccoo leen ko ak ay ticket train terre wala ñu def ko ay don jàppale ko yenn école yi ci gox yi ñu ngi woo ñëpp ndax lii mu ngi sooga am ci wàllu sàmm sunu environnement ngir yeneeni leeral mën ngeen dem xool ci suñu réseaux sociaux yi TER Dakar. ay waay sama sët yi yéen a ngi may fàttali ay souvenir yu doy waar boobu maa ngi nekk xale bu taajaboon jotaan nag mbégte gu rëy lañu doon àndal te loo leen ci xamul Bridel moo ngi fi woon suñu wet meewu nag pur mu neex bi te baax ci yaram moo ñu doon gunge sàllaaw te mësul soppeeku tey la gën a neexati ñépp daan feetu lekk cere naan Bridel solu cosaan bokk suñu bànneex cey Bridel cafkatam xarit bi boole démb ak tey mag ñi ak ndaw ñi avec Bridel la fête est plus belle. aajo boo mënti am Tic Tac Plus via Orange Money dina la ko fajal ci sutura te doo ci am benn stress ak prêt dalee ko 51 000 francs ba 500 000 francs lii yépp ngir gérer say imprévu muy dépense scolarité mbaa beneen soxla Tic Tac Plus mooy waaja
xoolal ndax éligible nga ci offre bi dox daje ci biir application bii di Maxit wala ci dièse 144 dièse 843 dièse. Tic Tac produit wu Orange Bank Africa Sénégal la. da nga am accident yow mi di entreprise bëgg ñu assister la wala yow mi di particulier xamoo yoon wi pour ñu indemniser la alors contactel gaaw Azam Assurance Sénégal. Avec Azam Assurance dinañ la gérer ce sinistre de A à Z yow mi di taximan wala particulier dawal gaaw Azam Assurance nga dagg sa assurance ci lu wóor rax ci dolli nag lépp luy assurance maladie ñun ñoo ci mën kon wooteel gaaw ci 78 632 05 05 wala nga woote ci 78 296 67 33 Azam Assurance, l'agence spécialiste de l'assurance automobile et maladie. RFM, bienvenue chez vous.